Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de Sous nos Label TV. Vous êtes au cœur du Sénégal. Vous êtes aussi sur Label TV, la chaîne panafricaine et internationale. Merci encore une fois de votre fidélité dans Tête à Tête. Je vais m'entretenir aujourd'hui avec Madame Jasmine Mélina. Elle est entrepreneure et elle va nous en dire bien entendu davantage sur son parcours. Jasmine Mélina, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Panda, merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir que je suis là. Le plaisir est partagé. Alors, pour ceux qui nous suivent ce soir, qui est Jasmine Mélina? Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors, je suis Alossé Jasmine Mélina, une jeune femme béninoise gabonaise de papa et gabonaise de maman. Donc je suis au Sénégal, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis tombée amoureuse de la teranga et que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de m'installer ici où je mène mes activités entrepreneuriales. D'accord. Avant de démarrer vos activités entrepreneuriales, vous avez fait vos études au Sénégal? Exactement, je suis venue à la base pour des études. J'ai fait des études de droit, tronc commun en droit privé et après j'ai fait une spécialisation en expertise et conseil fiscal. C'est cela. Plus tard, ensuite, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'ai jamais eu à travailler pour une quelconque entreprise ou voilà, quelqu'un en particulier. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat en Master 1 et jusqu'à présent, je suis dedans et je m'y plais énormément. Vous n'êtes pas dit juste après les études, je rentre non, pour moi, ça a été une évidence. Je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, et là, depuis la petitesse, en fait, c'est juste que j'essayais de me dire. Parce que quand je suis arrivée au Sénégal, c'est parce que ma grand-sœur était là de base. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, bah, moi, je vais pas rester au pays, il faut que je voyage. Il faut que j'aille, que j'étudie ça à l'extérieur. Mais déjà, depuis petite, il y a des activités que je faisais. Je vendais à l'école des chewing-gums très colorés. Genre, je vendais à l'école. Et j'aidais aussi mon père dans sa quincaillerie. Donc, j'ai toujours eu cette envie de, voilà. Il vous a passé le fil entrepreneurial. Exactement, exactement. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, quelles sont vos premières expériences en vente? Mes premières expériences en vente. Alors, ma première activité entrepreneuriale a été de manière très formelle. Ma première activité entrepreneuriale a été la vente de vêtements en ligne de femmes. Donc, c'est par ça que j'ai commencé. Et la première expérience a été très bien parce que ça a été très bien accueilli. Au début, il n'y avait pas trop de boutiques de vente en ligne. Et j'avais fait un achat, ça c'était mon premier achat en gros. Parce qu'au début, j'achetais en ligne et je revendais avec une petite marge bénéficiaire, un peu comme on appelle maintenant du dropshipping. Mais aujourd'hui, au fil du temps, j'ai commencé à acheter en gros. Ça a été ça ma première vraiment expérience entrepreneuriale parce que j'ai dû investir. Au début, c'était de l'argent des clients que j'investissais et après, il y avait une marge. Mais là, ma première expérience entrepreneuriale, j'avais acheté à l'époque, c'était des top peplum. Je sais pas si vous connaissez des body peplum. En tant que femme, on doit connaître. Et j'avais acheté 24 pièces que j'avais écoulées en 48 heures. Donc franchement, c'était une très belle expérience entrepreneuriale. Et puis après, j'ai continué. La demande était là déjà? La demande était là, c'était tendance. Nous, on aime tout ce qui est tendance. Donc quand c'est arrivé, tout le monde a sauté dessus. J'avais beaucoup peur, mais tout le monde a sauté dessus. J'ai super bien vendu et ça m'a beaucoup conforté dans mon idée de continuer à être entrepreneur. Et comment vous vous êtes fait connaître? Alors, je me suis fait connaître exclusivement sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, toutes mes activités entrepreneuriales se passent sur les réseaux sociaux. Franchement, tout se passe sur Internet. Donc, je me suis fait connaître beaucoup au début sur Facebook. Avant, c'était Facebook, mais maintenant, c'est beaucoup plus Instagram et tous les autres canaux qu'il y a, TikTok et consorts. Et puis voilà. Vous avez posé une stratégie de vente en amont avant de... Alors, au début, non. Au début, c'était beaucoup à l'aveuglette, mais après, j'avais compris, pour ce qui est des vêtements, il fallait donner envie aux clients d'acheter. Et pour donner envie aux femmes d'acheter, souvent ils s'identifient à une star, à quelqu'un. Voilà, donc du coup, moi ce que je faisais, c'est que les vêtements que j'allais faire venir ou que j'allais confectionner, parce qu'aujourd'hui je confectionne, je trouvais des exemples similaires sur des stars, je postais, après je donnais l'idée, voilà, vous pouvez porter avec ça. Et quand j'emmène le vêtement, les filles elles sautent dessus. Et ça se vend comme des petits pains. Aujourd'hui, la même activité continue? Aujourd'hui, la même activité continue, mais avec un peu moins d'intensité. Donc après Opium Store, parce que c'est ma marque de vêtements, donc je me suis lancée sur EasyPrint, qui est une imprimerie en ligne. Donc j'accompagne aujourd'hui les particuliers, les sociétés pour tout ce qui est impression, les particuliers pour tout ce qui est personnalisation, les sociétés branding, carte de visite, papeterie, enfin broderie et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, par la suite, j'ai fait Candy Pop
à l'époque parce qu'il y a eu Covid, qui a été un gros frein pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il y a eu Covid et là, j'ai dû penser à une autre idée qui dormait. Donc, j'ai commencé à faire des sucettes personnalisées pour des anniversaires ou pour des événements. Ouverture de boutique, ce sont des sucettes que je fabrique moi-même. Et à l'intérieur, il y a une personnalisation. Ça peut être un dessin animé qu'un enfant aime ou un logo d'entreprise. J'en ai fait pour certaines entreprises et voilà. Et aujourd'hui, après ça, je me suis lancée dans Plantain Chips. Aujourd'hui, je suis beaucoup focus dessus, qui est une marque de chips de banane plantain, voilà, que je commercialise ici au Sénégal. Avant de revenir un petit peu sur l'expérience Covid, vous avez parlé tout de suite de EasyPrint. Là aussi, il y avait une forte demande de la part des particuliers et des entreprises. Alors, EasyPrint, oui, je me suis dit, parce que moi, en fait, mes idées partent de mes propres besoins, très souvent. Très souvent, ça part de mes propres besoins, sauf les sucettes. Voilà. Mais très souvent, ça part de mon propre besoin. Donc, pour EasyPrint, en fait, après avoir créé ma marque de vêtements, Opium Store, j'ai cherché en ligne parce que aujourd'hui, tout le monde est entrepreneur. Et même à l'époque, ça commençait déjà. Donc, j'ai vu que tout le monde était entrepreneur. Et malheureusement, il n'y avait pas de présence en ligne d'imprimerie. Parce que moi, je cherchais à avoir un packaging. Parce que il fallait pour moi, en étant entrepreneur, il faut se différencier. Et pour se différencier, il fallait avoir un packaging particulier. Et donc, je cherchais sur Internet, j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, tiens, mais si moi je cherche, c'est qu'il y en a d'autres qui cherchent. Exactement. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans EasyPrint. La demande pour les entreprises m'est tombée dessus. En tant qu'entrepreneur, quand ça vient, on prend. On se lance un défi et aujourd'hui, Dieu merci, ça continue de bien fonctionner. Exactement, et continue toujours. La demande est toujours aussi importante? La demande est toujours aussi importante. Après, c'est vrai qu'il y a toujours aujourd'hui, il y a plus de concurrence, mais la qualité fait toute la différence. D'autres enfants aussi? Oui, d'autres enfants aussi, exactement. Il y en a plein, mais bon, voilà, la qualité fait la différence. D'accord. Donc ensuite, vous me parlez du Covid, vous avez lancé votre propre marque de sucettes. Comment vous avez vécu le Covid en tant qu'entrepreneur? Alors, en tant qu'entrepreneur, le Covid, c'était très, très compliqué parce que moi, étant basée au Sénégal, c'est vrai que j'exporte. Vous savez, tout ce qui a été aérien a été bloqué. Donc, au début, comme je vous disais, je faisais venir des vêtements de l'extérieur. En gros, et je revendais aussi à l'extérieur. Donc, j'avais un problème d'approvisionnement et un problème de livraison et aussi pour le dispatching, exactement. Donc, ça a été très compliqué pour moi, surtout que ça a duré pendant plusieurs années, pendant une longue période. Et ouais, le Covid, ça a été très compliqué. Après, ça m'a aussi permis d'essayer de voir localement qu'est-ce que je pouvais faire. Parce que l'entrepreneur est censé pouvoir se réinventer, exactement, trouver des solutions et se réinventer rapidement. Donc, en voyant ce frein, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, il y a des tissus sur place et je vais essayer de produire localement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à penser à produire localement. Et ça a pu donner quelque chose. Si vous comparez aujourd'hui les vêtements que vous faites venir de l'extérieur et ceux que vous fabriquez localement, en termes de déjà matières premières, quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que vous trouvez de bons tailleurs formés? Est-ce que la demande est tout aussi importante? Et le suivi, le rapport qualité-prix, est-ce que ça suit? Vous avez la qualité sur place? Alors, sur place, il y a la qualité. Il y a la qualité sur place au niveau des tissus, mais surtout, ce que moi je préfère avec le fait de créer mes propres vêtements, c'est que ce sont mes propres idées. J'ai beaucoup plus de choix. Et de ce que j'ai constaté, les vêtements, quand je crée les vêtements et quand je fais coudre ici, je les vends mieux et plus rapidement, à un prix plus élevé. Les gens n'ont pas du mal à payer le prix qu'il faut par rapport aux vêtements que je fais importer. Et le savoir-faire est là. C'est vous-même qui suivez les tailleurs? Oui, Ils sont assez formés ou enfin, il y a un travail à faire derrière. J'ai pas beaucoup de tailleurs, hein. J'ai pas de tailleurs personnels. Je donne à des tailleurs que je connais. Donc, il faut courir à gauche, regarder à droite, mentir sur des dates pour dire pour être livré à l'avance. Et puis voilà quoi. Mais sinon, derrière, après le produit fini, il est très bien fait. Sur place, il y a de très bons artisans sur place. Et comment qualifiez-vous votre clientèle aujourd'hui? Aujourd'hui, ma clientèle, elle est très diverse. Elle est diverse. J'ai de toutes les nationalités, béninois, togolais, sénégalais, gabonais, ivoiriens. J'exporte et donc voilà. Et j'ai beaucoup de clientes fidèles depuis le début, à l'époque où je faisais encore venir des vêtements, jusqu'à présent. Il y a des clientes qui sont là depuis le début et je remercie le bon Dieu pour ça. Aujourd'hui, vous êtes aussi passé maintenant sur la vente des chips plantain. Exactement. Comment ça se passe aussi, le processus? Vous les faites faire ici, ailleurs? Comment ça se passe? Alors, pour les chips de banane plantain, je les fais faire en Côte d'Ivoire. Parce que la banane, elle est meilleure là-bas. Donc, je fais faire en Côte d'Ivoire. J'importe ici. Et ici, on fait tout ce qui est packaging et reconditionnement localement. C'est ce qui est fait ici.
Mais c'est fait en Côte d'Ivoire. Je suis partie, j'ai eu à chercher un fournisseur, quelqu'un qui travaille pour moi, qui fait des chips exclusivement pour moi. Et après, je les importe et je vends ici. C'est un produit nouveau pour les Sénégalais. Bon, maintenant, plus très nouveau. Mais quand je les ai apportés, c'était très nouveau. Donc, ils ont été curieux, ils ont goûté. Aujourd'hui, ils sont friands de ça. Oui, ils achètent très bien. Vous avez un réseau de distribution? Alors, pour tout le temps? Oui, pour les distributions, je vends sur certaines plateformes. Je vends déjà sur mon site internet parce que j'ai un site internet, plantainchip.net, où c'est possible de payer en ligne et mettre tout ce qu'il faut. Ça facilite les choses. Et je revends aussi avec TafTaf. Il y a TafTaf qui vend mes produits. Il y a Diali, il y a Yassir, il y a American Food Store. Et il y a beaucoup d'autres petites boutiques dans la ville qui achètent en gros et qui revendent mon produit. D'accord. Vous m'aviez dit tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'était déjà votre voie en réalité. Et qu'est-ce qui inspire vraiment votre parcours? C'est-à-dire, depuis que vous avez démarré, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit non, c'est plus pour moi, ou vous êtes toujours en quête d'offrir des opportunités en réalité? Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, à aucun moment j'ai douté, à aucun moment je me suis dit non, c'est pas pour moi, j'arrête. Mais il y a eu un moment où je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que je trouve quelque chose à côté à faire. Mais c'était beaucoup plus pour le plaisir de ma maman. Parce que ma maman ayant été que fonctionnaire, enfin il y a un décalage entre les voilà, il y a un décalage générationnel. Donc maman ayant été que fonctionnaire, elle avait du mal à accepter que je sois totalement entrepreneur. Donc à un moment, pour faire plaisir à ma maman, j'ai cherché du boulot. Comme Dieu savait que c'était ma voie, j'en ai pas eu. J'ai eu un entretien, enfin j'avais eu un entretien au début, mais le monsieur quand je l'ai vu, il m'a dit en fait, votre CV m'a beaucoup plu, j'avais tout fermé, mais j'ai envie de travailler avec vous. Je dis bah écoutez, je suis là. Et là du coup il me dit, vous avez déjà travaillé où? Je dis j'ai travaillé nulle part. Il me dit bah en fait moi je cherche quelqu'un qui a déjà de l'expérience parce que je viens de monter mon cabinet. Je dis bah non du coup ce sera pas moi. Et depuis ce jour j'ai jamais repostulé pour quoi que ce soit. Donc c'est ça. Jusqu'à présent on fonce. Jusqu'à présent que entrepreneuriat. Après il y a des idées qui sont là, mais on veut d'abord faire grandir certaines activités, qu'elles atteignent un certain niveau d'indépendance, et après Inch'Allah lancer d'autres activités aussi. Et quel rôle donc a joué votre entourage dans votre évolution? Mon entourage, un entrepreneur doit avoir un entourage très qualitatif, super qualitatif, parce que en tant qu'entrepreneur, on a toujours des périodes de baisse. Surtout au début d'un entrepreneur, parce que il vit de ses revenus propres, c'est pas des trucs constants. Donc parfois il se dit mais pourquoi je continue alors que j'ai pas ce qu'il faut? Et donc l'entourage est très important. Moi j'ai eu le soutien de ma famille, j'ai eu le soutien jusqu'à présent incommensurable de mon père. Franchement j'ai eu beaucoup de soutien de mon père, j'ai eu le soutien de mes amis qui quand je veux laisser tomber, qui sont là, qui me disent non et qui ont toujours été les premières personnes à acheter chez moi pour m'encourager. Donc voilà, moi j'ai vraiment un entourage très qualitatif et je remercie Dieu pour ça. Vous avez beaucoup d'employés aujourd'hui? C'est une fierté pour vous aujourd'hui de vous dire en tant que jeune entrepreneur, j'arrive quand même à créer de l'emploi. Et oui, aujourd'hui c'est une fierté. Aujourd'hui, enfin je vais pas dire que j'ai énormément d'employés, mais déjà j'ai mes livreurs. Aujourd'hui déjà j'ai mes livreurs. Aujourd'hui j'ai la dame qui travaille pour moi en Côte d'Ivoire pour les chips, à qui je commande constamment. Chaque semaine je peux lui commander 800 paquets de chips par semaine. Donc voilà, je me dis Dieu merci, j'arrive à créer de l'emploi quelque part. Peut-être pour aujourd'hui pas très impactant, mais je me dis j'arrive à créer de l'emploi. Il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent quotidiennement et à nourrir leur famille grâce à ce que j'ai pu créer. Alors vous dites que vous n'avez pas eu forcément mais on a toujours des obstacles dans la vie d'entrepreneur. Dans ma vie d'entrepreneur, je dirais pas que j'ai eu des obstacles. J'ai plutôt eu, enfin ça c'est un fun fact, c'est enfin en tant qu'entrepreneur femme, pour ce qui est de EasyPrint par exemple, j'allais dans une société avec laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Et donc arrivé là-bas, c'était pas un obstacle, c'était plutôt un encouragement parce que les messieurs se sont dit ah mais derrière c'est une femme. Parce que pour les métiers d'impression, d'imprimerie, souvent les gens se disent que ce sont des hommes derrière. Donc il a dit ah ben c'est une femme, c'est très encourageant. Je m'attendais pas à avoir une femme et à parler parce que quand il faut faire prendre des mesures, faire un branding et tout, je vais toute seule. Donc parfois avec celui qui va faire le travail derrière, mais je sais comment il faut prendre des mesures. S'ils sont pas dispo, je prends des mesures, je note. Et ça a été pas un obstacle, mais plutôt très encourageant. Et je me dis que ça a peut-être motivé pour qu'on continue de travailler ensemble aujourd'hui.
Je vois. L'écosystème aujourd'hui entrepreneurial au Sénégal est-il favorable comparé à d'autres pays voisins? Et comment avez-vous jusque-là financé vos différents projets? Alors, pour l'écosystème au Sénégal, je me dis le Sénégal est une belle terre pour entreprendre. Parce que au début de chacune de mes activités, j'étais craintive. Je me suis dit ça va pas fonctionner, surtout pour les sucettes. Parce que les sucettes, c'est arrivé à l'époque Covid. Et ce sont des sucettes personnalisées à 1000 francs, 1500 unités, alors que dehors, on a des sucettes à 25 francs, 50 francs. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que les gens, ils vont acheter? Mais ici, au Sénégal, on achète tout. On achète tout. Oui, ici, ils achètent tout. Ils sont curieux, ils découvrent, ils achètent. Pour tout entrepreneur bien structuré, qui a une bonne technique marketing, il vendra au moins un de ses articles au Sénégal. Maintenant, comparativement aux pays voisins, je dirais que pour moi, parce que n'ayant pas entrepris autre part qu'au Sénégal, pour moi, le Sénégal reste une belle terre, la meilleure terre pour entreprendre. Les autres, après, c'est vrai que dans d'autres pays, j'entends souvent que la Côte d'Ivoire, la population est plus grande, mais est-ce qu'ils seront à même d'acheter les produits? Enfin, je pense pas. Pouvoir d'achat. Voilà, avec un pouvoir, ouais, exactement. Je sais pas, mais moi, honnêtement, je pense pas. Pour le moment, je me sens bien au Sénégal. Et moi, je conseillerais aux gens que s'ils veulent entreprendre au Sénégal. Vous avez quand même prévu sur le long terme ou moyen terme d'exporter ailleurs, de faire de la oui, vente locale ailleurs? J'ai prévu d'exporter, mais pas d'exporter, enfin, continuer d'exporter, mais pas d'exporter ma société ailleurs. C'est plutôt faire exactement rester ici et livrer ailleurs. J'ai pas prévu pour le moment et c'est pas dans ma tête du tout d'exporter et d'aller me poser ailleurs. Entre le changement de régime aujourd'hui, vous avez trouvé aussi plus de facilité, plus de difficultés? Alors aujourd'hui, au Sénégal, alors, si vous comparez aux années précédentes, alors vous trouvez que c'est plus aujourd'hui, c'est difficile. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Tout le monde parle de pouvoir d'achat. Exactement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu beaucoup plus cher qu'avant, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc voilà, le vêtement, la nourriture. Enfin, la nourriture, c'est primaire, mais les chips de banane, c'est un plaisir. C'est pas forcément. C'est pas forcément un aliment primaire. Donc la personne qui achète des chips veut juste se faire plaisir. C'est pas comme du riz, je veux dire. Donc les personnes achètent, oui, mais c'est beaucoup timide maintenant aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez eu à faire appel aux structures, par exemple, qui ont été mises en place par l'État, des structures comme l'ADER, la DPME, ces structures qui accompagnent aujourd'hui les jeunes entrepreneurs? Alors non, j'ai jamais eu à faire appel à une structure pour me faire accompagner pour mes activités. Je pense que j'étais un peu bloquée en me disant que, bon, déjà, j'aime pas devoir. Ça, c'est un truc, j'aime pas devoir. Et aussi, je me suis un peu bloquée en me disant, étant étrangère, peut-être que ça va pas passer. Donc ça, c'était un peu dans ma tête. Après, je sais pas, j'ai pas eu d'informations en plus dessus. Mais j'ai jamais eu à faire appel à une structure pour m'aider pour mes entreprises. D'accord. Entre entrepreneurs aussi, est-ce que vous avez les mains liées? Est-ce que vous vous entraidez? Alors, partage, networking, comment ça se passe aussi dans le milieu entrepreneurial ici, enfin, moi j'ai des amis entrepreneurs, ce que je fais c'est que je partage leur activité, comme elles font pour moi. Après, je suis pas quelqu'un trop ancré dans ma communauté ici. Il y a beaucoup qui me connaissent pas, et ça c'est depuis l'université. Oui, c'est depuis l'université. J'aime pas trop me mélanger. C'est pas que je vous aime pas, je vous aime tous, mais voilà. Depuis longtemps, je me mélange pas trop, et donc. Alors qu'il y a une très forte communauté ici. Oui, il y a une très forte communauté ici, mais bon voilà. Pour tout ce qui est communautaire, vous arrive d'avoir des activités? Non, vous êtes vraiment pas. Non, pas du tout. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ou des conseils que vous aussi aimeriez avoir à l'époque? Alors, pour les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà d'avoir super confiance en lui et en son projet. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre projet, ça ne va pas aboutir. Et surtout de regarder, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est entrepreneur. Aujourd'hui, presque tout a été créé. Du coup, il faut avoir une valeur ajoutée. Il faut voir ce que vous apportez en plus au business qui est déjà présent sur place, et surtout voir s'il y a de la demande sur le terrain. Et comment tenir par ces temps difficiles? Comment on tient? Franchement, comment tenir, c'est dur. C'est dur, hein? Comment tenir, c'est dur. Hein? C'est enfin, ne pas laisser tomber, ne pas lâcher les bras, continuer d'espérer. Enfin, comment tenir, c'est vraiment dur. Moi, je dirais que c'est vraiment dur. Vous me disiez tout à l'heure,
par rapport à la transition que vous avez eu à faire sur ces plusieurs business, vous n'avez pas encore pensé étendre peut-être votre activité ailleurs? Vous me dites tout de suite, vous avez les origines au Bénin, à Libreville. Vous avez pensé déjà à créer des activités là-bas et vous êtes aussi renseigné un petit peu sur l'écosystème dans ces pays? Alors oui, j'ai déjà pensé à créer des activités dans au Gabon surtout. Dans mes pays respectifs, au Gabon surtout, parce que bon, je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai beaucoup plus d'attaches avec le Gabon. Et là-bas, il y a le pouvoir d'achat au Gabon. Par contre, au Gabon, j'avais déjà une boutique physique pour les vêtements que je gérais avec mes sœurs. Et c'est pas pareil. En fait, c'est pas pareil. Même dans les méthodes de constitution de la société, c'est beaucoup plus coûteux, c'est 3 fois le prix, il y a les impôts qui sont beaucoup plus chers, il n'y a pas de facilité d'entrepreneur. Ça, c'était à l'époque, il n'y en avait pas. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, ici, il y a beaucoup plus de facilité, il y a une exonération fiscale quand tu viens de créer une société, je pense de 2 ou 3 ans, normalement ici, qu'il n'y a pas au Gabon. Donc voilà, du coup je pense, mais les conditions locales ne facilitent pas les entrepreneurs, ou avant ne facilitaient pas les entrepreneurs à entreprendre et à rentrer chez eux surtout. Avec l'arrivée du nouveau chef de l'État, Brice Oligui Nguema, dans sa proposition en tout cas de politique, il était prévu pour certains entrepreneurs en tout cas d'essayer d'alléger certaines charges. Oui, alors avec l'arrivée du nouveau président, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la jeunesse. Donc, il prône beaucoup la jeunesse, il met la jeunesse en avant. Et de ce que je sais, il a mis en place une banque qui s'appelle aujourd'hui la BCEG, je crois, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat gabonais. Donc, il met en avant les entrepreneurs, qui crée des facilités pour les entrepreneurs bien constitués, parce qu'il faut quand même être bien constitué, voilà, pour avoir certains prêts, certains accompagnements pour leurs activités et tout. Donc, j'espère que, bon, je pense que c'est encore un début d'exercice et j'espère que ça aboutira et que ça va beaucoup aider, beaucoup nous aider et aider toutes les personnes sur place déjà. Bien sûr. Un regard sur l'industrie agroalimentaire ou les opportunités aussi, encore une fois, pour les jeunes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle agriculture, apparemment ça rapporte beaucoup, c'est quelque chose qui marche, mais tout le monde est-il fait pour? Alors, est-ce que tout le monde est fait pour l'agriculture? Ça, je sais pas, je dirais, je sais pas. Mais je pense que l'agriculture, c'est l'économie de demain. C'est l'économie de demain pour l'Afrique. Mais je pense que presque tous les pays africains, ou plutôt Afrique francophone, parce que Afrique anglophone, je sais que l'Afrique du Sud quand même produit, transforme et consomme local. Donc l'Afrique francophone aujourd'hui, ce serait bien de se lancer dans l'agriculture et avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Voilà. Déjà commencer à produire et à vendre, parce que c'est déjà le premier pas. Pour la production, pour la transformation, c'est peut-être un processus beaucoup plus long. Mais déjà, il faudrait le faire. Moi, au début, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire dans l'agriculture. Quand j'ai eu mon bac, c'est ce que je voulais faire. Après, on m'a dit, non, mais t'as pas eu un bac scientifique, tu peux pas, parce que l'agriculture, c'est beaucoup d'arithmétique, il faut tracer, il faut faire ceci. Aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Et donc, voilà. L'agriculture, franchement, c'est l'économie de demain. Vous y penserez un jour peut-être à faire des projets dans l'agriculture? Oui, peut-être, oui. Et dans l'industrie, le textile, l'artisanat aussi, comment vous voyez le futur ou le moyen terme? Dans le textile... Ça va se développer, sachant que le Sénégal aujourd'hui a un hub de la mode africaine. Exactement. Dans le textile, je me dis, on s'habille tous les jours. Hein. Et les femmes, surtout, enfin, ce qui est textile féminin, les femmes, elles tombent facilement amoureuses d'une robe, d'un beau vêtement. Donc, c'est un truc à toujours continuer de faire, à innover, à avoir de belles pièces. Et puis, je pense que le textile ne va pas mourir maintenant. Après, il faut juste avoir un très bon rapport qualité-prix, parce que la vie devient de plus en plus chère. Et voilà. Donc, si on a des prix super élevés, on n'aura pas forcément tout le temps les clients. D'accord. Autre chose avant de terminer l'émission, votre regard aujourd'hui sur cette jeunesse africaine? On est constitué quand même de 70% de jeunes Africains. On est aujourd'hui à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, du e-commerce. Pratiquement tout se fait sur le digital. Les gens veulent aller vite. Les gens veulent entreprendre, les gens veulent créer de la valeur ajoutée. Donc pour ces jeunes Africains qui sont aujourd'hui dans le continent, qui veulent entreprendre, qui veulent se réaliser, quels sont les conseils que vous leur donneriez et quel regard surtout portez-vous sur cette jeunesse africaine? Alors pour les Africains qui comptent se lancer aujourd'hui et voyant aujourd'hui que tout se passe sur Internet,
aussi, tout se passe. ce serait de se former. Il faudrait beaucoup se former. Il ne faudrait pas négliger les formations en ligne. Il y a même des formations gratuites. Beaucoup de formations en ligne pour se former, apprendre à vendre, avoir de bonnes techniques de marketing et tout ce qui s'ensuit. Et comme je disais tantôt, d'avoir des projets dont la demande se fait. Enfin, dans le besoin existant. Parce qu'aujourd'hui, ce serait bien de créer, aujourd'hui par exemple, ce serait bien de créer aujourd'hui encore une deuxième marque de vêtements, alors qu'il y en a déjà beaucoup. Donc il faudrait avoir des projets innovants, des projets qui répondent à un besoin, et éventuellement savoir utiliser un minimum ou un maximum les outils digitaux. Parce que même aujourd'hui, moi en vendant en ligne, il y a des personnes d'un certain âge qui commandent déjà depuis le site internet, qui commandent depuis Instagram. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tous les âges sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon papa, il va sur TikTok tous les soirs, il m'envoie des liens TikTok, donc ça veut dire qu'il voit des trucs. Donc, enfin, moi, je me dis, l'aspect réseaux sociaux n'est pas à négliger. Il faut se former. Il faut se former à comment capter l'attention du client, comment vendre son produit. Et puis, voilà, il y a toujours plein de trucs à faire. Donc, encore plus de formation. Encore plus de formation, beaucoup se former et trouver toujours le produit de niche. Donc, c'est surtout ça. Qui manque. C'est ça. Merci beaucoup, Jasmine Mélina. Merci pour ce partage d'expérience. Merci à toi, J'espère qu'il sera très utile à tous ces jeunes et à tous ceux qui nous regardent. Merci à toi, Panda. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Et le mot de la fin, le mot d'encouragement. Alors, pour un mot de fin, je dirais aux entrepreneurs, parce que là, on est là pour les entrepreneurs, de ne pas lâcher, de croire en vos rêves. Je dirais aux parents d'encourager les enfants, de ne pas forcément rester dans leur génération, de voir que le monde évolue, la mondialisation, tout change, et de les encourager parce que ça fait énormément plaisir quand on a le soutien de papa, de maman, des amis, et de tout le monde. C'est un gros boost pour les entrepreneurs. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain numéro. À très bientôt.